bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour cette parenthèse pro. On va parler ce matin d'incertitude de management. Alors, pour les remerciements, merci à la mairie de Levallois qui nous permet de nous réunir. Alors, certes, dans un espace qui est virtuel, mais un espace de convivialité tout de même. Merci donc à toute l'équipe de la mairie de Levallois. Merci aussi à la librairie De Citre qui est partenaire de cet événement. Qui je suis? Je suis Fabrice Agré, je suis un des cofondateurs de Play It Again. Et Play It Again, c'est une société, un organisme de formation, de théâtre d'entreprise et de coaching. Et on accompagne ainsi les entreprises sur leur développement, leur organisation, leur formation. J'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux auteurs que j'apprécie particulièrement, non seulement pour leurs écrits, mais aussi et sans doute, et même avant tout, pour leur personnalité. J'ai donc le plaisir de vous faire découvrir Pierre Delbé et Omid Koné. Pierre, tu es docteur en philosophie. Tu as débuté comme enseignant en lycée avant d'intégrer la société Camino Communication. Pendant 12 ans, tu as été directeur d'études de l'Institut Magis pour cadres supérieurs et cadres dirigeants. Et enfin, depuis 2012, tu es directeur d'IFA et Conseil, Institut de philosophie appliquée à l'entreprise. Tu es l'auteur de Aristote, 10 clés pour repenser le management, le livre dont tu nous parleras. Et tu as aussi écrit Le travail inspiré, courte méditation sous forme d'un abécédaire. Jusque-là, c'est bon, Pierre, je ne me suis pas trompé? Oui, c'est bien là. Très fort. On ne peut rien te cacher. Omid, tu es executive coach et superviseur. Tu es fondateur du cabinet Awareness and Development ainsi que du centre de coaching existentiel. Tu enseignes le coaching au sein de Transformance Pro et tu interviens à l'école de coaching d'HEC. Tu es également professeur de yoga. Tu es enfin l'auteur de Coaching existentiel, paru aux éditions Duno en 2020. Le livre que tu vas nous présenter, donc. Et tu as aussi écrit La boîte à outils du coach en entreprise chez Duno. Là aussi, c'est tout bon? Absolument, tout à fait. Top. Merci Fabrice. C'est parfait. Donc, je serai aussi accompagné dans cette matinée par deux partenaires de Play It Again qui viendront ponctuer la matinée avec des scénettes et des animations. Je vous laisse vous présenter. Anne-Cécile, je commence par toi. Oui, bonjour à tous. Donc Anne-Cécile Julienne, je suis comédienne et coach au sein de Play It Again et je serai en lien étroit avec vous sur cette matinée. N'hésitez pas au cours de la matinée à communiquer vos questions, vos remarques via l'outil de chat. C'est le petit picto avec la bulle et la mention converser pour ceux qui ne sont pas encore habitués de Zoom et je relayerai vos questions. Voilà, moi, je m'appelle Francis Boulogne, je suis comédien, formateur, je suis certifié ProcessCom aussi, je suis un des associés de Play It Again et je suis comédien depuis une bonne quarantaine d'années, en parallèle de ce métier, formateur depuis une bonne vingtaine d'années aussi, intervenant en entreprise. Anne-Cécile, je te laisse rappeler les règles. Je rappelle les règles, notamment pour les personnes qui nous ont rejoints. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de chat, comme je viens de l'évoquer. Au cours de cette matinée, des scénettes théâtrales vont venir illustrer nos sujets. Et donc, du coup, je vous invite à couper votre caméra pendant ces scénettes de manière à ce que vous puissiez voir l'intervenant en train de s'exprimer à l'écran. C'est également le cas pour cette table ronde, puisque nous avons l'honneur d'avoir deux auteurs avec nous. Et n'hésitez pas donc à sélectionner dans votre mode d'affichage intervenant et non galerie. Et c'est ce qui vous permettra de voir s'afficher à l'écran la personne qui s'exprime. Je rappelle également, ceux qui nous ont rejoints ont dû avoir la notification que cette session est filmée. Elle pourra être revue. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, coupez votre caméra. Voilà, merci. Pour ces précisions. Tout au long de cette matinée, nous aurons des présentations et des échanges autour des ouvrages de Pierre Delbé et d'Omid Koné, mais aussi des scénettes de théâtre de Play It Again et divers moments interactifs. Alors, pour démarrer cette rencontre, je vous propose justement une première scénette de théâtre. Puisque nous parlons de management dans l'incertitude,
commençons par nous poser la question suivante. Le monde d'aujourd'hui est-il plus incertain que le monde d'hier? Et je vous invite à regarder la scénette qui va suivre. Après, on échangera, donc vous pourrez allumer vos micros, on pourra échanger sur la scénette. Dans la scénette qui va suivre, une collaboratrice vient d'être recrutée. C'est son premier jour dans l'entreprise, son premier entretien avec son manager. L'entretien se passe en visio. Je vous laisse couper vos caméras, vos micros et place au théâtre. Ah, bonjour, vous êtes la nouvelle. Oui, Écoutez, bienvenue dans notre société. Moi, je suis Thierry, je suis votre manager. Donc, vous verrez, dans notre société, nous sommes exigeants sur l'implication et la qualité du travail, mais aussi la convivialité est un élément essentiel dans notre culture. Ah, à ce propos, vous avez reçu le pack d'accueil oui. avec les tisanes et les thés du monde entier. Oui, 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 il était à l'accueil à mon nom, je vous remercie. Je suis arrivée ce matin et j'ai rencontré aucun de mes collègues. Je ne sais pas dans quel bureau je vais travailler et je n'ai pas reçu mon matériel non plus. Oui, non, mais ça c'est normal. Ça prend un certain temps, et puis vos collègues sont sûrement en télétravail ou en mission. Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous fixer vos objectifs. Au service recherche et développement, les objectifs sont élevés, mais vous avez du talent et c'est pour ça qu'on vous a recruté. J'aime le challenge. Parfait. J'ai compris que j'allais travailler en étroite collaboration avec le marketing et la production. Quand est-ce que je vais pouvoir les rencontrer? Alors, vous ne les rencontrerez pas vraiment. Ces services sont externalisés et délocalisés. Ah bon? Oui, tout comme les services RH, juridiques, financiers, la recherche et développement est le seul à rester dans les locaux. Ok. Pour revenir au projet, on m'a dit de contacter Madame Chenu. Ah, madame, elle est partie, Madame Chenu. Je sais que votre projet avait été confié à son assistante, qui est en alternance d'ailleurs, mais qui a fini son alternance. Donc, depuis, ça a été repris par la DRGTD, la direction régionale. Bon. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas en fait qui s'en occupe. Bon, sinon, on vous a informé que le site allait sûrement déménager. Oui, je suis au courant. Malheureusement, la nouvelle localisation n'a pas encore été déterminée. Oh, ça ne me gêne pas. Je suis une travailleuse nomade depuis 5 ans. Je vis dans une caravane et je me déplace en fonction des opportunités de travail. Parfait. L'adaptabilité, ça, c'est l'avenir de l'économie et du bonheur. À propos d'adaptabilité, j'ai vu dans votre CV que vous étiez resté 7 ans dans la même entreprise. Vous avez eu un problème? Non. J'aimais mon poste et puis il me permettait d'évoluer. Non, ne vous justifiez pas. Vous avez le droit de rester à un poste. On peut tous avoir des moments de ralentissement dans sa carrière. Et sinon, la recherche et développement dépend de quelle direction? J'ai eu du mal à comprendre l'organigramme. Oh, l'organigramme, ça change souvent l'organigramme. Mieux vaut ne pas s'y fier. Une grande partie du CODIR sont des intérimaires. Notre DRH, par exemple, il est juste là le temps de la transition. Quelques-uns de vos collègues aussi. Mais bon, comme ils sont en télétravail, vous n'aurez pas vraiment l'occasion de vous y attacher. Mais le projet sur lequel je vais travailler, il sera suivi? Je veux dire, il y aura un engagement de la direction, il va pouvoir aboutir? Alors là, normalement, oui. Mais ça dépend. Vous savez, nous traversons des crises sanitaires, politiques, terroristes, écologiques. Et puis les actionnaires ont leur mot à dire. C'est normal, c'est la démocratie. Et parfois, les directions changent. Et les projets sont abandonnés. Ils évoluent, comme toute chose. Le monde évolue. Je peux vous poser une question personnelle? Bien sûr, la communication et la transparence sont les gages du bien vivre ensemble chez nous. Dans mon bureau, vous voyez combien de bus? Pardon? Dans mon bureau, vous voyez combien de bus? De bus? Excusez-moi, je ne comprends pas bien votre question. Là, je sais pas. Vous ne savez pas? Enfin, si, bien sûr. Il y a 4 bus, 3 bus. Encore un robot. Merci aux comédiens de Play It Again.
Bien, mais voilà, une scénette de théâtre, c'est fait pour parler, pour en parler. Donc, je vous donne la parole à vous, public. Vous pouvez rallumer vos micros et vos caméras pour échanger. La question, c'est en quoi ça résonne chez vous, cette scénette? Est-ce que ça vous rappelle des choses? Est-ce que ça vous paraît proche de la réalité ou complètement farfelu? Qu'est-ce que vous en diriez sur ce monde qu'on vous présente? Vous allumez vos micros, puis vous parlez directement. Oui, j'ai levé la main. Je trouve que c'est un peu caricatural, à mon sens. Mhm. Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas caricaturaux dedans? Ou qui vous rappellent certaines réalités? Certainement, le fait de ne pas bien expliquer à une personne qui arrive dans une entreprise quelle est sa réelle fonction, quels sont les gens avec qui elle va travailler, enfin la structure, l'organisation, enfin faire arriver quelqu'un dans une entreprise sans avoir expliqué tout cela, si toutefois ce n'est pas un robot. Si ce n'est pas un robot, c'est vraiment l'accueil le plus catastrophique qu'on peut imaginer. Une personne qui rentre dans un brouillard aussi épais, je ne sais pas comment elle va être motivée, enfin, il lui faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre l'environnement dans lequel elle va travailler et ensuite avoir envie de travailler, etc., etc. Enfin, c'est malheureusement quelque chose qui est proche de, de beaucoup de réalités. Elles sont caricaturées ici, bien entendu, mais quand même, on voit ces situations assez souvent, peut-être pas toutes ensemble, mais certaines d'entre elles. Oui, souvent ce qui provoque la caricature dans une scène de théâtre, c'est que vous avez en 5 minutes tous les éléments que vous pourriez rencontrer dans la vie qui sont condensés. Voilà. Et ça, dans la réalité, on ne le voit pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments de la scénette où vous dites, bien oui, effectivement, c'est des choses que j'ai pu voir ou que j'ai pu vivre ou que j'ai entendues? Oui, bonjour. Alors moi, je trouve que c'est vraiment pas si loin que ça de la réalité, malheureusement, et qu'à la fin, c'est pas un robot. Nous, c'est un petit peu notre quotidien. Donc, moi, je me trouvais, je trouvais que c'était très, très réaliste, au contraire. Et qu'on vit vraiment ça avec des nouveaux actionnaires, bien sûr, qui ont leur mot à dire, bien sûr, qui veulent que les chiffres soient meilleurs. Avec des nouveaux arrivants alors, pendant la crise Covid qui n'ont pas mis les pieds pendant 1 an dans l'entreprise, qui sont venus un jour et puis qu'on n'a plus jamais revus. Donc moi, je suis au service RH et pour être honnête avec vous, quand j'ai revu une personne, je ne sais pas, peut-être 9 ou 12 mois après son arrivée, alors que je l'avais accueillie, je ne me souvenais plus du tout de ce visage. Et je l'ai un peu fixé en me disant, mais qui est cette personne? Et avant que je comprenne que c'était la nouvelle que j'avais accueillie 10 mois avant, j'ai mis un petit peu de temps et je me posais plein de questions. On avait fait une journée où on était un peu plus nombreux. Et franchement, je me suis dit, mais qui est cette personne? Enfin, vraiment. Et donc, je me dis, si moi, alors que je l'ai accueillie, je ne me souvenais plus de son visage, je pense qu'elle, je ne sais pas ce qu'elle a pu ressentir quand elle est arrivée chez nous. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que ce n'est pas si loin que ça de la réalité. Je me reconnais dans oui, alors on va vous expliquer. Alors, l'ordinateur, non, il n'est pas encore installé, mais ça va venir. Enfin, bon, c'est vraiment ça. Hein. Moi, je trouve que c'était pile poil notre réalité, malheureusement. Mais c'est vraiment ce qu'on vit. Et bon, voilà. Donc, non, pour moi, jusqu'à présent, c'est très conforme à notre quotidien. Et avec la difficulté qu'on a en plus en ce moment de réexpliquer aux personnes qui ont effectivement été en télétravail et qui ne sont vraiment plus du tout revenus sur site pendant 1 an, voire plus, hein, de leur dire maintenant vous revenez 2 jours et puis au mois d'octobre vous reviendrez 3 jours par semaine, c'est très très compliqué. On a l'impression que c'est vécu comme une punition. Là, c'est la punition. Donc, vous avez des collaborateurs qui font la tête parce qu'il faut revenir sur site. Bon, voilà. Je complète, Caroline nous dit dans le chat, l'intégration avec aucune explication du poste, de l'environnement et fixation des objectifs, c'est une réalité en entreprise aujourd'hui.
voilà, et qui s'excuse car son micro ne semble pas fonctionner. Voilà, donc ce qu'on a mis dans cette scénette-là, vous voyez, c'est effectivement des repères qui disparaissent, et certains peuvent paraître un petit peu étranges, mais ce sont des choses que j'ai entendues dernièrement, des reportages à la télévision. Celui, par exemple, des travailleurs nomades, vous avez aux États-Unis beaucoup de personnes qui vivent dans des des caravanes, et qui passent comme ça d'un site à l'autre pour travailler. Voyez, donc, on n'a peut-être pas ça en France encore, mais voilà, aux États-Unis, vous avez ça. Les gens, ils travaillent d'un site à l'autre en se déplaçant. La notion de vous avez resté 8 ans dans une même entreprise, est-ce que vous avez un problème? Pas encore en France, où on aime bien les gens qui sont stables, mais dans des pays anglo-saxons, ce sont des choses, des remarques qui commencent à venir. Voilà. Donc, c'est très, très étrange. Voilà. C'est un monde qui est en train de changer. Alors, je vais me tourner vers les auteurs, donc justement, Ovid et Pierre. Justement, ce monde, est-ce qu'il est plus incertain qu'avant? Parce que s'il n'est pas plus incertain qu'avant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Ovid, tu veux commencer? Je peux essayer de commencer. Vas-y. Moi, je crois que la question de l'incertitude, il y a deux choses qui sont importantes et qu'il faut voir. C'est que nous avons le sentiment, vous voyez, l'incertitude, ça crée deux choses. Ça crée un esprit de confusion que l'on voit très très bien dans la scénette. On ne sait plus du tout sur quel pied danser. La confusion. Mais ça crée aussi une émotion qui est extrêmement forte et qui peut être une émotion extrêmement dévastatrice. Parce que il faut voir le contraire de l'incertitude, c'est la certitude. C'est extraordinaire au niveau étymologie. Certitude, certain, ça a la même étymologie que discerner, cerner, décréter, etc. C'est la même étymologie. C'est-à-dire que c'est la stabilité. La certitude, en philosophie, on la définit souvent comme la fermeté avec laquelle l'intelligence juge de quelque chose. La fermeté avec laquelle, eh bien, j'adhère à une information. Maintenant, lorsque l'information est incertaine, je ne peux plus me poser. Alors, est-ce que nous vivons dans un monde plus incertain que l'autre? Je crois qu'avant. Est-ce que le monde est de plus en plus incertain? Je crois qu'il y a un sentiment que l'on a et qui est le sentiment d'une accélération historique. Alors, on dit ça souvent en philosophie, il y a une espèce d'accélération de l'histoire. C'est-à-dire que la technologie évolue extrêmement rapidement et d'une certaine manière, il y a une peur. Je crois que c'est ça le problème de l'incertitude, c'est que cela crée des peurs. Et cette peur, c'est le fait que, effectivement, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais être capable de faire ce qui m'est demandé, parce que justement, il y a une évolution des technologies qui font que c'est vrai que les nouvelles générations vont plus vite et savent mieux utiliser ces technologies que les anciennes, et il y a une obsolescence des technologies, des savoir-faire qui fait qu'on va de plus en plus vite. Et cette impression d'accélération, eh bien, ça crée une incertitude, une ambiance, je dirais, de challenge personnel qui fait que, eh bien, je crois effectivement qu'on a ce sentiment-là. En réalité, quand on regarde bien les choses, le monde n'est pas plus incertain avant que maintenant. Le monde n'a pas changé, il a ses lois exactement les mêmes. Le monde naturel, le monde de l'environnement a les mêmes lois. Mais lorsque vous cumulez, si vous voulez, l'histoire des hommes, le fait que l'homme a une responsabilité en ce qui concerne son environnement, il a une responsabilité en ce qui concerne l'évolution des technologies, etc., il y a un sentiment global, effectivement, de crainte et d'incertitude. Ça, je pense que c'est vrai. Voilà, alors je ne parle pas ici de comment faire par rapport à ça, mais je crois qu'effectivement, ce sentiment-là, cette émotion qui est liée à l'incertitude, elle est bien réelle. Voilà ce que j'ai envie de répondre en tout premier lieu. Merci Pierre. Et pour toi, Omid, ton ressenti, c'est quoi? Oui, je vais positionner ça d'abord dans le monde de l'entreprise et puis d'un point de vue existentiel. Il me semble que ce qui n'a pas changé, c'est que l'incertitude nous renvoie à deux choses. La première, c'est finalement, ça nous renvoie à notre relation à la mort. L'incertitude ultime, c'est combien de temps il nous reste à vivre. Et ça n'a pas changé. Alors après,
on le gère avec plus ou moins de stress. Ça, c'est sûr. Mais on sait gérer ça depuis des siècles et des siècles. Ensuite, l'incertitude, selon moi, nous renvoie aussi, surtout dans la vie professionnelle, à des situations de crise. Ça veut dire des situations où notre environnement ne réagit pas du tout comme avant. On est dans une instabilité temporelle et tout est là-dedans, en fait. C'est pas la manière dont... c'est pas l'incertitude elle-même qui est gênante aujourd'hui, c'est que ça devient pas seulement temporel, mais ça devient permanent. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Notre système nerveux, il est fait pour gérer une crise, en fait, un temps d'incertitude et de crise. Heureusement qu'on est fait pour ça, mais on a aussi besoin de stabilité. Et ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui et sur le marché qui est en mutation, c'est que cette crise, notamment depuis 2008-2009, devient permanente. Et bon, je ne vais pas revenir, tout ça, c'est lié à la situation géopolitique, bien sûr, la mondialisation, les libres-échanges, évidemment, la nouvelle technologie qui crée tout ça. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on connaît, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les entreprises dans ce marché qui bouge réagissent comme avant. Ça veut dire qu'ils réagissent comme si c'était un temps de crise défini. Et du coup, ils demandent à leurs salariés de supporter le truc parce qu'ils croient qu'ils vont sortir de la crise. Il y a un livre qui m'a marqué, qui vient de Corinne Samama, Manager dans un monde sans visibilité, une coach de dirigeant, qui explique bien ça, qui explique que dans les entreprises aujourd'hui, les managers font comme avant. Voilà, on va courber le dos, on va passer la crise et ça va bien se passer. Et en fait, la vraie pression, c'est que cette incertitude-là, maintenant, elle est permanente. Et du coup, il s'agit de trouver d'autres modèles pour gérer cette incertitude-là et pour manager les personnes à l'intérieur. Notamment le fait tout simplement d'accepter de surfer et ne pas vouloir arrêter les vagues, quoi. C'est comme ça. Voilà mon sentiment vis-à-vis de l'incertitude. On sait gérer ça pendant un temps. Quand ça devient notre vie, il s'agit de trouver d'autres ressources, d'autres manières de regarder l'environnement et du coup, d'autres manières de manager. Voilà, on a quelques mots. Merci à tous les deux. Donc, effectivement, cette capacité que nous avons, que nous aurions, que nous devons découvrir pour intégrer ce changement perpétuel. Et voilà, est-ce qu'on a des vieux paradigmes, des nouveaux paradigmes? Alors, justement, vos livres sont là pour répondre à ces questions-là. Je vais commencer par toi, Pierre. Tu nous parles d'Aristote. Aristote, il vivait au temps des Grecs anciens, un monde qui était très différent du nôtre, hein, régi par le cosmos, où chacun avait sa place, donc très différent de notre monde. Et tu nous dis qu'Aristote, tu nous proposes 10 clés pour repenser le management. Voilà. Alors, comment justement Aristote peut-il répondre à notre époque contemporaine, à nos besoins? Bon, c'est vrai, hein, il y a un côté un peu du travail. Vous m'entendez bien? Non, tu as un son très métallique là. Ah bon? C'est mieux là, Pierre. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez? Non. C'est un peu mieux, oui. Là, on te comprend. Vas-y. Vous comprenez? Bon, je vais essayer de continuer. C'est bon? Fabrice? Vas-y, commence. C'était un son un peu métallique, mais vas-y, on te comprend. Bon, écoutez, je vais vous dire, il y a un côté un peu paradoxal, effectivement, dans la mesure où c'est vrai que Aristote avait sur le travail une vision qui était plutôt pessimiste et négative. En fait, pour Aristote, c'était surtout le citoyen, et le citoyen, celui qui habitait la cité, qui était mis en évidence. Et pourtant, je crois que, et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, je crois que Aristote réconcilie des choses que nous avons tendance à opposer. Est-ce que tu m'entends bien, Fabrice? Oui, ça va, on te comprend. Vous me comprenez à peu près? Oui. Alors, je dirais qu'il réconcilie d'abord la contemplation et l'action. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on dit souvent la philosophie, ça ne sert à rien. Le philosophe, c'est vraiment purement gratuit, il recherche la sagesse.
Alors qu'en fait, le but premier de la philosophie, c'était de bien vivre. Et bien vivre, c'est à la fois bien penser et bien agir. Donc, Aristote, d'une certaine manière, je dirais, est une réponse à ce que j'appellerais le pragmatisme anglo-saxon, qui se méfie des savoirs généraux, n'est-ce pas? Et il se méfie également de ce que j'appellerais les intellectuels. Tu sais que les intellectuels, c'est vraiment, c'est né avec l'affaire Dreyfus en France, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'idée que, en fait, l'essentiel, c'est dans les idées. Eh bien, Aristote, je dirais, que réconcilie les idées et la pratique. Et c'est en ce sens-là, je crois que, voilà, il cherche à inspirer l'action. Parce que l'action sans pensée est aveugle et la pensée sans action, dans une entreprise, la pensée sans action est évidemment stérile. Voilà, donc voilà. J'aime bien la formule de Bergson, que je trouve très, très proche de ce que Aristote pense. Il faut penser en homme d'action, il faut agir en homme de pensée. Voilà, c'est ça, cette idée forte, qui est une idée première d'Aristote, c'est de réconcilier ce que nous appelons aujourd'hui la vision et l'efficacité. La contemplation et l'action, c'est la vision et l'efficacité. Alors, la deuxième chose qu'il réconcilie, à mon avis, c'est qu'il réconcilie ce qu'il appelle l'agir et le faire, ce que nous appelons aujourd'hui l'éthique et la technique. Vous voyez, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de trouver des réponses techniques à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aristote sait très très bien qu'il y a une part qui est irréductible, et c'est la part humaine. Et c'est en ce sens-là que Aristote considère que l'homme habile, l'homme adroit, l'homme qui sait faire, n'est-ce pas, est à moitié humain. Il lui reste une deuxième chose à faire qui est extrêmement importante, c'est à être prudent, à être éthique, à considérer l'autre justement comme une dimension supérieure que la technique. Et donc, il réconcilie l'éthique et l'éthique. C'est la deuxième chose. Ok, merci Pierre. Donc voilà, réconciliation. Voilà, une réconciliation. Bon. Il réconcilie l'individu et le collectif également. Mais bon, je pourrais en reparler tout à l'heure. Bon. Essaie de voir si avec ton micro, les écouteurs, ça marcherait mieux le son, comme tout à l'heure. Peut-être, oui, effectivement, pour réconcilier l'éthique et la technique, peut-être couper les haut-parleurs quand vous parlez pour éviter l'espèce de larcène là, qui pollue un peu vos messages. Mm-hmm. Omid, toi tu accompagnes les personnes en coaching individuel et donc tu as écrit ce livre Coaching existentiel pour expliquer comment un coach peut apporter une dimension existentielle dans son accompagnement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un coaching existentiel par rapport à un coaching qui ne serait pas existentiel, si ça existe, je ne sais pas. Bien sûr. En fait, depuis environ 5 ans, je fais ce métier depuis 16 ans, mais depuis environ 5 ans, j'ai de plus en plus de demandes des personnes, directement ou indirectement, qui cherchent du sens. Donc, ils viennent nous voir pour la quête de sens. Alors, à travers la fenêtre professionnelle, mais derrière, il y a aussi des questions personnelles. Et quand j'en parle aux collègues, coachs, thérapeutes, ils me disent la même chose. Donc, ces personnes-là vont aller parfois voir des psys, parfois des prêtres, des ministres religieux, ou des personnes qui sont en transition de carrière, des consultants, etc. Et à chaque fois, il y a un manque. Ça veut dire que les thérapeutes qui peuvent bien sûr les aider ne connaissent parfois pas l'entreprise. Pareil pour les prêtres ou les enjeux dans les entreprises ou dans les métiers. Et l'inverse, des personnes qui sont en transition professionnelle, des professionnels de transition, en fait, ne vont pas souvent, ça arrive de ne pas aller dans le fond, dans les questions existentielles et aller gratter ce qui est l'élan de l'autre. Pour moi, le coaching existentiel, c'est en fait permettre d'aider l'autre à toucher son élan vital, à aller toucher ce qui le fait vivre et quelle est sa contribution au monde, quelle est son inspiration, et à l'aider à le mettre en œuvre donc trouver un projet de vie qu'il incarne et trouver un endroit, un secteur d'activité qui lui permet d'incarner ça. C'est ça le coaching existentiel.
Et selon moi, en fait, il y a deux spécificités. Une des spécificités, c'est que bien sûr qu'on est pour aider l'autre à atteindre un résultat, trouver une place dans le monde professionnel, etc. Mais le premier objectif n'est pas dans la performance, mais surtout aider l'autre à clarifier son identité, son élan, son désir. Ça, c'est une première spécificité. Le deuxième, dans le monde du coaching et de l'entreprise de manière générale, alors ça, c'est une conviction personnelle, c'est que le sens ou la découverte du sens passe par les 5 sens. Ça veut dire que c'est le corps qui parle. C'est le corps qui sait. Quand on fait quelque chose qui nous rend vivants, c'est le corps qui a plus d'énergie. Donc, ce n'est pas seulement une démarche intellectuelle ou uniquement par questionnement, etc. C'est aussi une démarche centrée sur le corps. Voilà, en quelques mots, qui nous permet d'aller voir, d'aller revisiter ce qui nous rend vivants, c'est quoi les états d'être, nos qualités premières qu'on peut partager, qui nous rend vivants, c'est quoi notre contribution aux autres, au monde, aux vivants, et puis quel est l'endroit pour incarner tout ça. Voilà ce que j'appelle en quelques mots coaching existentiel. Merci Mathias qui vient de nous rejoindre. Alors oui, merci à vous deux. Donc effectivement, réunir, clarifier la contribution au monde, des mots importants. On va poursuivre tout cela, notre réflexion, avec à nouveau une scénette de théâtre. Et dans la scénette qui va suivre, vous allez avoir une manager qui est avec son collaborateur. Et comme vous allez le voir, le collaborateur est assez perturbé par son environnement. Comme tout à l'heure, après la scénette, on en parle. Place au théâtre. Quand est-ce qu'ils vont arrêter tous ces changements? Ça fait plus d'1 an qu'on change. C'est pas prêt de s'arrêter. La direction nous a prévenus. La direction, qu'est-ce qu'ils y connaissent, la direction? Ils sont dans leur bureau, ils viennent jamais sur le terrain. Mais qui viennent écouter les clients? Le monde change, on ne peut pas travailler comme avant, tu sais bien. Parce que tu penses que c'est mieux, hein, ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui? Avant, moi, quand j'avais un client au téléphone, j'avais le temps de lui expliquer ce qui n'allait pas, j'avais le temps de le conseiller. Aujourd'hui, quand le logiciel marche, j'ai 2 minutes pour l'écouter, lui vendre une de nos formules. Alors, soit ce sont des services qui ne sont pas forcément adaptés, soit ce sont des produits obsolètes rapidement. Alors, c'est ça qu'ils appellent évoluer vers du mieux. Tu exagères, tout n'est pas si négatif. Ah bon? Et c'est quoi le positif? Vas-y, c'est quoi? On répond plus rapidement, les clients veulent de la réactivité. Ce sont les robots qui répondent rapidement, c'est pas nous. Nous, on a les clients après les robots. Et puis, on ne fait plus du tout de qualité, c'est fini. C'est une autre qualité, tout le monde change, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais moi, ce n'est pas le métier que j'avais choisi de faire, voilà. C'est pas le métier que j'ai choisi de faire depuis 20 ans. Sois pas tourné vers le passé. Je ne suis pas tourné vers le passé, enfin. Mais quand je vends des produits à une mamie au bout du fil, là, ben, franchement, moi, j'ai la boule au ventre, j'ai honte, voilà, j'ai honte. Je ne sais pas pourquoi je viens travailler ça, ça n'a plus de sens tout ça. Et puis, c'est quoi, là, ces fiches qu'on nous demande de remplir pour chaque client? On perd un temps fou, on ne sait même pas à quoi ça sert. Et surtout, on ne sait pas si ça sert au client. Ça, ne me demande pas. Hein. Moi, il me demande de faire un reporting chaque semaine de tout ce que vous rentrez dans la base. Je ne sais pas s'ils le lisent. Ouais, tu vois, je ne sais pas comment tu fais pour tenir, toi. Au moins, on a du travail. Merci aux comédiens de Play It Again. Voilà donc une scénette, malheureusement, que l'on peut rencontrer dans la réalité, de perte de sens chez un collaborateur, où le travail qu'il fait n'est plus aligné avec ses valeurs. Hein, on appelle ça le stress éthique, et donc ça fait partie des causes de risques psychosociaux. Comment ça vous parle, cette scénette-là? Donc, je m'adresse à nouveau au public. Vous pouvez allumer vos micros, vos caméras, et comme tout à l'heure, échanger. C'est quoi vos ressentis? Il y a des applaudissements, très bien. En quoi ça résonne avec votre environnement? Oui, Francis. Oui, bonjour, Francis Magdelin. Déjà, l'homme parle de il a un ressenti qui est fort et en réception, sa collègue ou sa collaboratrice
parle pas sur le même plan, en fait. Il y a la perte de sens, presque une détresse chez l'homme n'est pas reçue de la part de sa collègue. Voilà, il y a une positivation. C'est comme si c'était donc il y a cette dimension humaine et émotionnelle qui reste dans sa bulle. Sauf à un moment donné, il y a le partage où moi aussi j'ai des difficultés parce qu'il faut que je reporte. Voilà, donc ça contribue aussi à la question de la perte de sens et au bout d'un moment des risques psychosociaux. Merci Francis. Oui. D'autres ressentis? Oui, c'est vrai que on avait ce sentiment qu'effectivement, il y en avait un qui était un peu dans la colère, l'autre un petit peu plus dans la fatalité. Je pense qu'on a tous des phases comme ça, c'est-à-dire que par moment, on peut être soit l'un, soit l'autre des deux protagonistes. Et là encore, faire des reportings, vous présentez un tableau et non, on va le mettre autrement, on va le représenter autrement. Et vous travaillez 20 fois sur ce tableau avec les mêmes données, mais juste présentées de façon un tout petit peu différente. Alors là, il nous faudrait un schéma, là maintenant, on voudrait autre chose. Et à la fin, on ne sait même pas à quoi ça aboutit en fait. On peut passer des heures sur des tableaux, des graphiques, et à la fin, on ne comprend pas en fait l'utilité finale du document. Voilà. Et donc, effectivement, une perte de foi en ce qu'on fait. Et aussi la notion de temps, le fait de ne plus avoir de temps à consacrer à des clients. Vous êtes minuté, vous avez 2 minutes pour vendre un produit. Voilà. Bon, ça, c'est moins mon domaine, mais j'imagine que d'autres collaborateurs dans l'entreprise peuvent le ressentir. Donc, oui, malheureusement, une fois de plus, mais oui, ça correspond à ce qu'on vit, tout à fait. D'accord. Perte de sens. On ne sait pas à quoi sert le travail que l'on fait. Oui. On entend souvent ça, effectivement. On est dans une chaîne. C'est vrai que, quand on discute avec des collaborateurs, ou même moi, à titre personnel, avec des amis à l'extérieur, tout le monde cherche de plus en plus un sens, vraiment, un sens à ce qu'il fait au quotidien. Pourquoi? Enfin, ça peut être juste alimentaire, le travail, mais on a aussi besoin, comme l'intervenant Omid disait, on a besoin de savoir ce qu'on fait et effectivement, si vous êtes motivé, si vous avez foi dans ce que vous voulez, dans ce que vous faites, tout votre corps va réagir, vous vous sentirez bien, épanoui. Et dans le sens inverse, si vous ne comprenez pas ou vous ne voyez pas d'utilité ou même ça va presque parfois à l'encontre de vos valeurs, là, vous avez des symptômes physiques, je pense. On a des symptômes physiques inversement, si vous êtes bloqué du dos, vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, enfin bon, peu importe. Et ça, on le rencontre. Et moi, en discutant beaucoup avec, soit je vous disais, des collaborateurs ou à l'extérieur, c'est de plus en plus une recherche vraiment, je ne sais pas si c'est la crise, je sais pas, je ne peux pas dire à quoi c'est dû, mais on a quand même envie de savoir pourquoi on se lève tous les matins et que ce soit en accord avec nos valeurs, vraiment. Oui, un sujet qui a précédé la crise, effectivement, ce manque de sens, de questionnement et les répercussions de somatisation chez les collaborateurs par rapport à leurs difficultés, c'est quelque chose qu'on entend depuis un certain temps. Moi, je pense que dans ce sujet, il y a probablement deux sujets que vous avez traités, les acteurs. D'un côté, on a un problème, je dirais, de management, à savoir, il faut expliquer, il faut beaucoup communiquer, et puis effectivement, quand on fait quelque chose, il faut expliquer et valoriser ce que fait la personne et l'expliquer. Donc, on voit ce côté-là, d'ailleurs dans les deux, fatalistes ou pessimistes, les deux ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne sont pas satisfaits, ils ne font pas ce travail en comprenant ce qu'ils font. Mais d'un autre côté, il y a quand même une phrase que Francis a dite au sujet de cette dame vieille, parce que l'information qu'il y a derrière, c'est que les choses ont changé. Et là, je me reporte à ce que disait Pierre tout à l'heure, en évoquant Aristote. Il y a un pragmatisme quand même dans une entreprise. Le monde change, le monde évolue, et puis une entreprise est là pour faire du chiffre, effectivement. Et si la masse
importante des clients évolue, ben, il faut s'y adapter, sinon on ne peut pas vivre en tant qu'entreprise, ou alors on fait une autre entreprise pour adresser ces gens-là en particulier. Donc, il y a le sujet du client change, le besoin de l'entreprise change, l'environnement change, etc. Il faut s'y adapter. Et derrière, il y a le management pour expliquer effectivement à ses collaborateurs qu'effectivement les choses changent et pourquoi on les fait comme ça aujourd'hui, on ne le fait plus comme avant. Enfin bref, je trouve qu'il y a deux sujets qui étaient interprétés dans cette scène. Alors justement, on va peut-être voir par rapport au management, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Francis, je te passe la main pour expliquer tout cela. Oui. Alors, ce qu'on va... C'est à moi que tu donnes la parole parce que oui, c'est ça, Francis Boulogne. Oui, donc là, ce que nous allons faire, c'est ce qu'on propose très souvent en entreprise, c'est que nous allons recueillir vos conseils pour que cette situation se déroule mieux et que le collaborateur se sente plus à l'aise, plus rassuré. Donc, quels conseils pourriez-vous donner à ma manager qui, manifestement, n'a pas su trouver les bons mots, la bonne posture pour me rassurer? Je suis toute oui. Donc, vous allez coacher Anne-Cécile en direct pour faire d'elle une manager exemplaire. Donc, vous avez compris le contexte, un collaborateur un peu démotivé qui ne comprend pas tous ces changements, ça peut amener de la colère, de la frustration, vous l'avez entendu. Dans ce que je vous ai proposé tout à l'heure, voilà, quel conseil me donneriez-vous pour un meilleur accueil de ce collaborateur? Tu sembles un cas désespéré, Anne-Cécile. Personne n'ose se mouiller à te conseiller quoi que ce soit. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Phase d'écoute. Marina nous dit, pardon Fabrice, phase d'écoute et de questionnement. Donc, ok, plus d'écoute, plus de questions. Oui, peut-être reformuler ce que la personne disait, vraiment, vraiment comprendre ses frustrations, enfin au moins essayer de s'en approcher et noter. Et puis après, c'est peut-être justement ce que vous nous demandez de trouver, c'est justement ce qu'on cherche, ce qu'on cherche au quotidien avec les managers. C'est comment on peut faire pour que ça se passe mieux, qu'effectivement les managers puissent répondre à ces interrogations qu'eux-mêmes ont. Puisqu'à la fin, vous disiez, mais nous aussi, on envoie des reportings, et puis on ne sait pas si on les lit, s'ils sont lus. Donc, je ne sais pas, reformuler. Et c'est compliqué de vous donner les clés, puisque si on les avait, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Il faut aussi expliquer, écouter, vous l'avez dit, mais aussi expliquer pourquoi on fait les choses. Oh. On essaie là-dessus? On essaye, hein, vous essayez là-dessus. On y va, c'est parti. Mais avant, moi, quand j'avais un client au téléphone, j'avais le temps de lui expliquer ce qui n'allait pas, j'avais le temps de conseiller. Aujourd'hui, on travaille avec des outils. Quand ils fonctionnent, en plus, j'ai 2 minutes max pour l'écouter, pour lui vendre une de nos formules. La plupart du temps, les formules ne sont pas adaptées. Je le sais et on me demande quand même de vendre. C'est ça qu'ils appellent évoluer vers du mieux. Moi, je ne m'y retrouve pas là-dedans. Franchement, ça n'a pas de sens pour moi. J'entends, Francis, que tu aurais besoin d'un peu plus de temps et que les choses soient un peu moins chronométrées. Tu sais que ce nouveau fonctionnement a été mis en place par la direction dans le cadre d'un enjeu qui c'est celui du renouvellement de la clientèle. Aujourd'hui, on s'adresse à une génération qui est différente et donc le process a été adapté dans ces termes-là. C'est la raison pour laquelle il a été revu par rapport à ce que tu as connu puisque ça fait en effet 15 ans, je crois, que tu es dans l'entreprise. Oui, 15 ans. Oui, attends, il faut arrêter avec cette histoire de clients différents. Les clients, les clients, c'est les mêmes personnes que moi. Hein, moi, je ne suis pas si différent, à part qu'aujourd'hui, j'ai mal dans le dos, j'ai mal au ventre, parce que voilà, je ne trouve pas le sens dans ce que je fais tous les jours. Je ne sais pas pourquoi je me lève le matin. Alors, les clients sont différents. Oui, certains sont différents, mais il y en a plein qui ne sont pas différents. On les force à être différents. Moi, je ne me sens pas différent.
Alors, il y a en effet différents clients. Là, je parlais de cette fameuse génération millennials. Tu te souviens, lors du séminaire de rentrée, on en a parlé, on a présenté un peu les enjeux. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous avons différentes typologies de clients et on doit être en capacité d'avoir un accueil qui soit adapté selon les besoins de chacun qui peuvent être importants et qui doivent être accueillis. Comment je peux faire pour t'aider par rapport à ça? J'entends que tu me parles de souffrance, de mots que tu as dans le dos. Comment je pourrais t'aider, Francis, pour faciliter ton quotidien? Est-ce qu'il y a des informations Est-ce que tu m'as tout dit? C'est ça. C'est le nouveau management. C'est à moi de trouver les solutions pour résoudre mes propres maux. Merci, super. Ben, je sais pas, prendre du temps, aller chez le kiné pour me réparer le dos. Voilà, je sais pas. Et puis me laisser travailler au rythme auquel j'ai l'habitude de travailler. J'ai toujours été efficace. Ça fait 15 ans, tu l'as rappelé, ça fait 15 ans que je travaille dans cette entreprise. Tout à fait. Et là, ça va trop vite pour moi, ça change tout le temps. Et tu me parles des millennials, on ne s'adresse pas qu'à des gamins quand même. Il y a des clients qui ont une 60aine d'années comme moi. Voilà. On est d'accord, Francis. Je te demande absolument pas de. Justement, je souhaite pouvoir répondre à tes besoins. J'entends qu'il y a une problématique de temps qui est forte. Est-ce que si on trouve une organisation un peu différente, on pourrait peut-être te laisser un peu plus de temps sur ce moment d'échange que tu as avec les clients dans le cadre des réceptions de tes appels? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait un peu plus confortable? Oui, ça serait moins stressant, c'est sûr, que de se sentir chronométré, se sentir poussé à la rentabilité comme jamais on l'a été, quoi. Merci à vous deux. Donc voilà ce qu'ils viennent vous proposer. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il manquerait des choses? Qu'est-ce que vous diriez? C'est mieux déjà. C'est déjà mieux? Oui. Mais Francis, c'est coriace quand même. Et s'il y avait quelque chose à rajouter, ça serait quoi? Apporter plus de solutions, parce qu'en fait, elle renvoie aux collaborateurs de trouver des solutions qui seraient peut-être acceptées. Je ne sais pas si vous m'entendez, Fabrice et Caroline. On vous entend très bien. Ok, super. Désolée, j'ai dû couper un moment, mais moi, de ce que j'ai vu là, de ce que j'ai entendu, le manager, il n'est pas tout puissant, il n'a pas non plus toutes les réponses à la problématique du collaborateur. L'idée, c'est effectivement de pouvoir simplement déjà écouter, c'est quand même une belle étape, et ensuite qu'avec le collaborateur, des solutions puissent être mises en place, mais elles vont être propres à chacun finalement. Un manager qui a plusieurs collaborateurs dans son équipe, il a plusieurs modes de fonctionnement en face de lui. Donc, à un moment donné, c'est la capacité du manager de pouvoir tous les prendre en compte et de pouvoir mettre en place les solutions qui s'imposent pour que le travail soit fluide et efficace, bien sûr, mais en tout cas dans des conditions de travail acceptables et réalisables pour le collaborateur, quoi. Mais pour moi, le manager, il n'est pas tout puissant. Enfin, il n'a pas toutes les réponses. Et voilà, à chaque individu qu'il a face à lui, en réalité. Oui. Et merci de rappeler effectivement que le manager, il a un N+1 aussi, il a une direction au-dessus de lui. Et ce n'est pas à lui d'apporter tous les problèmes de l'entreprise. Et il va y chercher aussi de l'aide de son côté. Voilà. Donc, voilà. Peut-être à la fin, juste ouvrir pour un autre rendez-vous une autre fois pour rediscuter plus tard, avec un échelonnement et ne pas tout résoudre là tout de suite. Oui, sûrement. Là, j'ai interrompu, mais effectivement, il y avait des choses à poursuivre. Là, le problème n'était pas résolu à ce niveau-là. Donc, vous voyez, là, c'est pour vous montrer comment nous, on travaille sur ce genre de problématiques où très concrètement, on peut comprendre des choses, mais on dit au manager, voilà, alors là, on a joué, ça sont deux combien qui ont joué. Quand on fait des formations, c'est le manager qui vient jouer face à Francis Boulogne et qui vient l'écouter, qui joue son rôle de manager. Et vous voyez que c'est pas facile. On voit que c'est important d'écouter l'autre, que accueillir l'émotion de l'autre, accueillir la vision de l'autre, c'est quelque chose de très, très important. Et
ça demande à être travaillé parce que trop souvent, les managers vont vers des solutions ou vers des… et c'est comme ça, et puis on ne peut pas faire autrement, on n'a pas les moyens. Donc, le travail d'écoute est très, très important. Et après, quel type de conseil, d'accompagnement on peut donner, ça aussi, c'est à co-construire avec tout le groupe qui est là. Voilà, comme nous avons amorcé ici entre nous. Voilà. Merci pour ces conseils, votre regard. Et donc, ça me permet de revenir vers les auteurs. Eux, comment travaillent-ils là-dessus avec leur méthode à eux, que ce soit en coaching individuel, que ce soit avec les conseils d'Aristote? Qu'est-ce qui viendrait justement apporter à cette complexité, à cette perte de sens? Quels sont les outils, méthodes, conseils, approches? Voyez les mots qui vous conviennent pour intervenir. Comment intervenez-vous? Qui veut commencer? Omid, Pierre? Je peux commencer. Alors, ce qui est intéressant dans la scénette pour moi, c'est que, et c'est l'une des conséquences qu'on rencontre dans la performance à tout prix, c'est que les personnes, dans leur façon de travailler, trouvent du sens. Pas toujours dans le métier, mais dans la façon de travailler. Ça veut dire que dans la façon de travailler, ils peuvent être dans le lien, ils peuvent créer du beau, ils peuvent créer autre chose. Ça, c'est Bergson, hein, c'est la création donne du sens. Ils peuvent apporter du beau, ils peuvent apporter de la justice, du justesse, de l'énergie, de l'amour, etc., etc. Donc, ce que je rencontre moi de plus en plus, notamment avec la financiarisation des entreprises, c'est que comme l'accent est mis sur la rentabilité, on pourrait oublier certaines façons de faire. Alors, la bureaucratisation des entreprises joue un rôle aussi. Ça veut dire que puisque nous, on est en train d'aller vers une sécurité à tout prix et le zéro risque de plus en plus, et à cause de la concurrence vraiment très forte dans certains domaines, il y a de plus en plus de reporting et il y a de plus en plus de contrôle. Et on voit ça dans tous les métiers, même, même chez les artisans, en fait, qui travaillent seuls, on leur demande beaucoup de contrôle par ailleurs. C'est entre 15 et 50% de notre temps passe à faire quelque chose qui n'est pas notre métier à cause de cet environnement-là. Après, il y a des tas d'autres raisons où on perd le sens. Quand il n'y a pas de lien, quand on ne sait pas pour qui en fait on travaille, il y a des tas d'entreprises, on est sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. Ou alors on ne connaît pas vraiment, ou on n'a jamais rencontré la personne à qui on rend service. Dans les services informatiques, quand vous êtes parfois chef de projet dans les très grandes boîtes, ça vous arrive de ne pas quasiment jamais voir vos clients. Et du coup, le sens se perd, alors que le contenu de votre travail est toujours OK, vous faites toujours le même travail, le sens se perd. Alors, face à ça, il y a des personnes qui, comme Francis, rentrent en suragitation. Il y en a d'autres qui rentrent dans un repli, d'autres qui rentrent dans un truc où on est plutôt défensif, travailler le moins possible, se démotiver. D'autres qui rentrent en dépendance. Je fais ce que dit mon chef. Parfois aussi des comportements offensifs de l'ego. Je veux être chef à la place du chef, donc c'est pas le sens qui compte. De toute façon, c'est n'importe quoi, donc autant être le chef. Et donc, du coup, voilà. Et puis d'autres qui laissent carrément tout ça dans une recherche de plaisir ou d'argent d'une façon frénétique. Alors, face à ça, il me semble qu'il s'agit encore une fois, selon moi, en tout cas dans mon métier, de revenir au sens. Francis, au lieu de 2 minutes, il laissait combien de temps à ses clients? Et surtout, c'est pas ce qu'il faisait, c'est quel est le sens qu'il donnait à ce temps passé. Qu'est-ce qu'il apportait à ses clients en plus d'une vente de quelque chose de financier, etc. Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'était quoi son utilité? Et est-ce que cette utilité-là est toujours possible en 2 minutes ou pas? Et sinon, comment il peut être utile dans son métier avec d'autres modalités éventuellement? Donc, voilà, dans le coaching existentiel, en tout cas, on irait voir l'utilité de la personne versus le temps, etc. Donc, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est comment on peut rester, comment dire, oui, comment on peut rester utile et loyal à soi-même, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Mais… Oui, clair, c'est clair. Merci beaucoup. Pierre, que nous dit Aristote?
Non, on ne Non. t'entend pas. Et maintenant, vous m'entendez? Oui, Bon, vous m'entendez bien? oui. Bon, alors je ne bouge plus. Que dit Aristote? La première chose que je voudrais simplement dire, je crois que effectivement dans la scénette que nous avons vue, effectivement, on a beaucoup parlé de l'écoute et du fait que c'est très important d'être à l'écoute de la personne qui vit mal le manque de sens. Mais je crois aussi qu'il y a une chose qui est très importante dans justement la façon de combattre le manque de sens ou la difficulté de s'adapter à la situation dans laquelle on est. Et cela, c'est la créativité. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas bien, effectivement, on a tendance à se plaindre. Et la plainte est juste. Et c'est pour ça que c'est si difficile de répondre à Francis, qui a été effectivement terrible dans ses remarques, parce que il avait raison, n'est-ce pas? Il avait raison. Sauf que quand on est effectivement devant une difficulté de ce type-là et que l'on a à manager quelqu'un qui vit cette difficulté, c'est vrai, j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'une des participantes et qui disait le manager n'a pas toutes les réponses. En d'autres termes, je pense que c'est vraiment un management de la coopération. Le management de la coopération, c'est-à-dire je n'ai pas toutes les réponses, toi non plus, mais nous allons voir comment ensemble nous pouvons faire. Ça, c'est très socratique, si je puis me permettre, comme façon de faire, n'est-ce pas? C'est vraiment la maïeutique, c'est effectivement de dire que l'autre n'est pas simplement, je n'ai pas simplement à écouter sa plainte, mais j'ai aussi à l'encourager pour trouver lui et moi, pas simplement me débarrasser de mon problème sur lui, n'est-ce pas, mais de trouver ensemble quelles sont les solutions à trouver ensemble. Et encore une fois, il y a une deuxième chose que je voudrais simplement dire, c'est qu'on ne va pas tout résoudre d'un seul coup. Il faut donner ce sentiment d'une progression. Et cette progression, elle a un temps, elle se fait en partant d'une chose concrète qu'on va essayer d'améliorer. Et progressivement, nous pouvons améliorer tout le reste. Pourquoi? Parce que cela donne le sentiment justement d'une progression. Voilà, donc c'est ça que je voulais simplement dire en ce qui concerne la CEDET. D'une façon générale, moi je voudrais insister sur l'importance qu'a le leader. Parce que, vous voyez, on est dans un monde, effectivement, comme Omid l'a titre, justement, nous sommes dans un monde qui a tendance à aller dans le sens d'une performance technique et d'une performance financière. Et donc, il faut entrer là-dedans avec tout ce que cela comporte comme compétition, comme esprit individualiste, comme on tire la couverture à soi, etc., etc. Et c'est pour ça que dans ce monde-là, je pense qu'il est très, très important d'avoir des leaders, ce que j'appellerais des leaders humanistes. C'est-à-dire de dire finalement là où on est le meilleur, là où on peut véritablement faire avancer les choses, c'est lorsqu'il y a une exemplarité énorme de la part de celui qui est responsable. Voilà. Alors, on est responsable par l'écoute, on est responsable par le tour de table. Moi, j'ai déjà vu combien de fois dans des comités de direction, n'est-ce pas, où je demandais au directeur, mais vraiment, faites un tour de table, essayez de comprendre où est-ce que les personnes en sont, et il commençait le tour de table, et au bout de la troisième personne, comme c'était évidemment extrêmement long, bien sûr, c'est très long, c'est chronophage d'écouter les gens. Il disait, écoutez, c'est un peu trop long, donc ce que nous allons faire, c'est que je vais vous dire ce que je pense, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Évidemment, autour de table, tout le monde a trouvé ça génial, ce que disait le directeur. Mais là, vous comprenez, on est dans vraiment, c'est tout à fait typique, n'est-ce pas, de cette façon de faire où on dit et on ne fait pas, on ne crée pas la contribution, on ne donne pas aux personnes la contribution, et les personnes là où elles sont ont une contribution à donner. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il est très très important de les écouter pour ensuite arbitrer, parce qu'une personne est d'autant plus capable, je dirais, de jouer la loyauté si elle a été écoutée, si son avis a été pris en compte, même si ce n'est pas lui qui sera suivi. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que Aristote fait exactement ça. C'est ça qui est assez intéressant de comprendre, c'est que lorsqu'il réfléchit sur le mouvement et sur la nature, sur ce que c'est que la physis, c'est-à-dire le monde, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il regarde un petit peu ce que Thalès a
Héraclite, Parménide, etc. Tous ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit jusqu'à présent? Et ça me semble très intéressant au niveau justement de je fais le parallèle avec un management de la coopération, parce que Descartes fait exactement l'inverse, n'est-ce pas? Descartes, lui, il dit, on va faire tabula rasa, et je vais commencer la philosophie comme si on n'avait rien dit jusqu'à présent. Eh bien, je suis désolé, moi, je me sens beaucoup plus aristotélicien que cartésien, au sens où je crois qu'il est très important de tenir compte de la vie des autres. Voilà. Et c'est une des choses que nous apprend la sagesse d'Aristote, c'est que les gens ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire, ils ne sont pas fous, ils ont des choses à dire là où ils sont. Et c'est très important de le prendre en compte. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et ça, ce n'est pas simplement l'écoute, c'est aussi le fait que les gens pensent et ils ont des idées. Petite anecdote simplement, un directeur se promenait dans sa boîte, il venait d'arriver dans sa boîte, il se promenait dans sa boîte pour savoir si tout le monde était content, etc. Et puis il avise quelqu'un qui est un jeune homme et qui vient d'arriver, et il lui dit, alors comment ça va? Alors le nouvel arrivant lui dit, ça va très très bien, je vous remercie, ça va très bien. Ah bon, c'est tout ce que vous allez me dire, ça va très bien? Et le nouvel arrivant dit, ah si, il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette société. Alors là, le directeur est très intéressé. Il dit, ah bon, c'est quoi ce qui est bizarre? Eh bien, vous voyez, c'est bizarre parce qu'on me demande ce que je pense. Et le directeur lui dit, ah bon, parce qu'avant, dans la boîte où vous étiez avant, on ne vous demandait pas ce que vous pensiez? Non, on me demandait si j'allais bien, mais on ne me demandait jamais ce que je pensais. Voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que ça donne bien justement cette idée que dans l'incertitude et dans les difficultés que nous sommes, tout le monde peut contribuer, et c'est dans la mesure où il y a cette cohésion, cette coopération que l'on peut vraiment, commencer à répondre et trouver cet état d'esprit dans lequel on se sent stable ensemble, solidaire ensemble pour répondre aux difficultés. D'accord, merci Pierre. Maintenant, il y a encore ton son qui saute un petit peu, donc vois s'il y a des choses que tu touches sur l'ordinateur ou… Essaye de ne pas bouger, ça va? Ne bouge pas quand tu parles. Voilà. Cette notion de coopération, de co-construction, on en reparlera tout à l'heure. C'est clair, pour que chacun puisse s'exprimer et puis aller chercher le sens qu'il y a au fond de son travail, de son métier. Omid, peut-être que tu veux rebondir, mais sinon je te laisserai aussi un temps parce que tu voulais expérimenter avec le public une façon de travailler. Donc je te laisse la parole par rapport à ça. Oui, on peut. De combien de temps je dispose? Tu as besoin de combien de temps, si tu veux, une petite période? Le minimum, c'est quoi? Est-ce que 10 minutes, c'est bien pour toi? 10 minutes, on peut faire un tour, une personne sur deux qui travaille. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut mettre les uns et les autres en sous-groupe ou est-ce qu'on travaille directement comme ça? Je peux faire des… Sinon, on peut travailler 10 minutes directement comme ça. Peut-être 10 minutes comme ça, parce que j'essaie de voir. Je peux diviser en groupe si tu préfères. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? En fait, il faut savoir si les personnes préfèrent être actives ou écouter. Explique ce que tu vas faire, peut-être. En fait, une des manières de toucher le sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller explorer ce qui nous rend vivants. Et derrière cette exploration, c'est pas seulement les activités qui nous rendent vivants, c'est qu'on se connecte à un état d'être. Je vais donner un exemple. Un dirigeant que je connais, avec qui on explorait ça, il disait, en fait, ce qui me rend vivant, c'est ce que je travaille beaucoup et je voyage beaucoup, mais les mardis soirs, quoi qu'il se passe, je vais faire de la plongée. Vous savez, dans la piscine de 20 mètres de profondeur, il était même animateur. Et quand on a exploré ce qu'il faisait, c'est deux choses. D'abord, c'était d'abord ses entraînements à lui, ensuite il était animateur et il transmettait ça. Et quand on a creusé sur c'est quoi l'état d'être, qu'est-ce qui fait qu'il se sentait aussi vivant au fond de la piscine, ce qui est venu assez rapidement, c'est la sérénité. C'est au fond de la piscine où il se sent le plus serein dans sa vie. Et ce sont ces moments-là où ces qualités d'être, de sérénité, rayonnent, quoi.
Et pareil, c'est à ces moments-là, dans les moments de formation, de passer cette passion à l'autre qui se retrouvait. Donc, c'était dans le lien, dans la transmission. Un autre exemple, donc ce n'est pas dans ce qu'on fait, c'est notre action nous amène à être dans quel état d'être. Et du coup, dans cet état d'être-là, quelle est la qualité qu'on rayonne? Et en fait, quand on arrive à faire ça dans son métier, c'est ça qu'on a essayé de faire avec ce dirigeant-là. Comment tu peux trouver cette sérénité-là dans ton travail? Comment tu peux incarner cette transmission dans ton travail? Un deuxième exemple rapide, une jeune femme de 28 ans qui faisait de l'informatique et qui ne se retrouvait vraiment pas dans son travail. On est allé explorer les moments de sa vie, pro-perso, où vraiment elle se sentait vivre. Et elle m'a parlé du cheval, quand elle faisait du cheval. Alors, si on est en surface, on peut aider l'autre à trouver un métier en lien avec le cheval. Mais dans le coaching existentiel, ce qu'on fait, c'est aller au fond des choses. Donc, comment elle se sent sur le cheval? Et c'est là qu'elle m'a parlé de deux choses. C'est un lien fort avec l'animal. C'est comme si on n'avait pas besoin de se parler. On est connecté. Donc, c'était ça sa recherche. Et une deuxième chose, c'est dans ces moments-là qu'elle se sentait vivre, elle se sentait libre. Et on est allé chercher si elle était libre dans son métier. Non, elle n'était pas libre, elle n'avait pas beaucoup d'autonomie. On est allé chercher si elle avait de la connexion aux autres dans son métier. Non, il se trouvait qu'elle travaillait à distance avec des étrangers, etc., et que ça ne lui convenait pas. Donc, encore une fois, parfois, c'est notre manière de faire notre métier qui fait que. Donc, elle a changé, pas de métier, elle est restée informaticienne, mais dans un environnement où elle travaillait en projet avec les autres, plus de connexion, où elle avait plus d'autonomie. Et là, elle trouvait du sens et de la créativité, comme disait Pierre, dans son travail et ça lui allait. Donc, une première étape pour tout le monde, pour trouver du sens, c'est d'aller voir ce qui nous fait vivre. Et dans quel état on peut être quand on est vivant. Et après, voir, deuxième étape, est-ce qu'on peut vivre ça dans son métier ou pas? Ou est-ce qu'il faut changer de métier ou de secteur pour le vivre? Donc, c'est ça que j'ai envie de vous proposer à travers un certain nombre de questions. On peut faire ça en grande salle, c'est OK. Non, mais on peut faire ça en sous-groupe si tu veux. Donc, ça serait que les personnes réfléchissent entre elles sur qu'est-ce qui fait sens dans mon métier. Et alors, oui, la question c'est quels sont les moments de ma vie pro et perso? Quels sont les moments de ma vie pro et perso dans lesquels la vie est dense, je me sens en pleine puissance, je me sens vivant. Et il s'agit de répondre, trouver une situation, parfois une situation récurrente, parfois une situation fondamentale et structurante dans la vie, peu importe. Et dans cette situation-là, allez voir ce que vous faisiez, avec qui vous étiez entouré, et surtout, nommer l'état d'être dans lequel vous étiez. Donc, quand je dis état d'être, c'est une émotion au sens large. Une sérénité, c'est pas une émotion, c'est un état d'être. Ça peut être de la sagesse, où je me suis senti juste dans telle ou telle action, la joie, la créativité, l'efficacité, l'énergie, la puissance, l'amour, la connexion aux autres, etc. Donc, nommez ces états-là, parce que a priori, ces états-là sont vos qualités premières, et il s'agit de savoir, dans votre métier, comment vous les incarnez. Donc, vous allez vous plonger en disant qu'est-ce que je faisais et dans quel état j'étais. Allons-y. Et par la discussion avec les autres, à deux ou à trois, c'est parfois plus simple d'arriver à mettre des mots sur des choses. D'accord. Alors, comme il y avait des avis différents, moi je propose que l'on vote. Et si vous souhaitez faire ça en sous-groupe, donc il y aurait des sous-groupes le 4 ou 5, et on vous laissera un temps pour échanger entre vous. À ce moment-là, vous mettez un pouce comme ça pour dire « je suis pour faire ça en sous-groupe ». Et on va voir si c'est la majorité. Je vous laisse cliquer. Sinon, on le fait en collectif ici. Alors, il y a deux pouces pour l'instant, 2 qui veulent faire du sous-groupe. Et les autres du collectif. Bon, il y aurait une préférence pour le collectif, à ce que je vois. Très bien, dans ce cas-là, je vous propose de prendre juste une feuille de papier et le diviser en 3 parties et répondre à ces questions. Donc, le thème général, c'est un moment de ma vie perso ou pro où je me suis vraiment senti vivant.
Donc, dans la première partie, vous décrivez la situation en quelques lignes. Dans la deuxième partie, vous visualisez la situation. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Par qui vous étiez entouré? Et dans la troisième partie, quel était votre état d'être? Voilà, prenez quelques minutes, prenez 5 minutes pour faire ça. Et puis après, on partagera avec une ou deux personnes en grand groupe. Ça vous va si on fait ça? C'est parti pour 5 minutes. Vous répétez la troisième question. Donc la première, dans quelle situation je me sens vivant? La deuxième, qu'est-ce que je faisais dans cette situation? Par qui j'étais entouré? Et la troisième question, quelle était mon émotion, mes sensations, mes états d'être au sens large? Encore une minute et puis on partage, si vous voulez bien.
Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager et taper la balle avec moi sur un moment de leur vie? Très bien, très bien. Allez-y. Ok, moi je vais mettre ma caméra. Donc, bonjour. Ouais, Bonjour. du coup. Moi, les situations. Alors, j'ai quitté le monde de l'entreprise assez récemment, après 25 ans de bons et loyaux services. Vous étiez dans quel métier? Dans quel secteur? J'étais dans une multinationale, secteur de l'agroalimentaire. Et j'ai vécu différentes étapes de carrière, mais j'ai surtout terminé ma vie en entreprise par de la formation, le département des ressources humaines. Et c'est vrai que les situations dans lesquelles je me suis sentie le plus vivante ou plutôt le plus en accord avec moi-même et avec mes valeurs, c'était les situations de justement co-construction. Alors dans les situations de formation, mais plutôt d'ateliers de partage, où finalement j'étais toujours en lien avec les gens, même si j'étais l'animatrice, mais j'étais pas pour autant la sachante. Il y avait un réel échange entre les intervenants, enfin les participants. Et du coup, ça me permettait toujours finalement de découvrir aussi des choses sur moi, que ce soit pro ou perso finalement, soit dans mon mode de fonctionnement, soit dans simplement concrètement le contenu de ce que je proposais. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour le décor. Après, en termes de visualisation, qu'est-ce qui finalement me plaisait dans ces moments-là, c'est le fait d'être active et non plus d'être en situation passive, parce que ça, j'ai beaucoup connu en entreprise, d'être derrière mon ordinateur à faire des présentations PowerPoint qui n'ont d'intérêt finalement pour pas grand monde. Et c'était les situations dans lesquelles j'étais le plus active aussi physiquement, parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu mettre le point, c'est la passivité physique dans l'activité au quotidien, le fait pouvoir être assis sur une chaise pendant 8 heures d'affilée. Finalement, si on n'est pas vigilant à ça, on ne se lève pas forcément de sa chaise, et ça devenait vraiment plombant finalement à la fin pour moi. Voilà, et donc ça, c'est vraiment le fait d'être dans… Alors, d'une part, la transmission, c'est quelque chose qui me plaît, mais aussi dans l'écoute, le partage, la co-construction, avec évidemment toujours cette bienveillance. Alors, le mot est très galvaudé, mais en même temps, moi, ça me permet de me départir de finalement tout jugement un peu spontané ou naturel que je peux avoir. C'est vraiment ce positionnement-là dans des ateliers de construction comme ça me permettent de me départir de tout jugement que je peux avoir spontanément et contre lesquels je suis parfois un peu en lutte. Et du coup, ça vous mettait dans quel état d'être? Une grande motivation. En général, j'étais boostée pour la journée. Pour peu que je commençais ma journée par un atelier de 2 heures, par exemple, j'étais boostée pour la journée parce que derrière, il y a toujours des échanges aussi après la session. Voilà, les gens continuent d'être dans le partage. Alors, ça dure qu'un temps, hein, même en essayant de faire vivre des choses. Voilà. Ouais. En fait, ce qui est commun à tous ces états-là, c'est qu'on a plus d'énergie, on est motivé, on peut se sentir surpuissant dans certains états comme ça. Et derrière, il y a d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres états. Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous sentiez dans ces moments-là, au-delà de l'énergie supérieure de motivation? Finalement de la joie, parce que quelque part une utilité aussi dans ce qu'on entreprend. Se sentir utile en entreprise, c'est pas évident parce qu'on est un électron parmi d'autres. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai pu ressentir uniquement au travers des ateliers, rarement dans d'autres situations. C'était vraiment toujours
dans le travail autour d'un thème, que ce soit en co-construction ou même dans le cadre de certaines réunions parfois, mais voilà, avoir vraiment ce sentiment d'utilité. Voilà, je note le mouvement, la joie, la découverte, quoi, éventuellement la créativité. Oui, aussi. Okay. Super. Merci de ce partage. Merci. Merci, Caroline. Une autre personne veut présenter? Ok. Ça reste le jardin secret de chacun. Bon, en tout cas, merci Omid, parce que ça nous montre effectivement comment tu vas accompagner les personnes, comment tu vas les aider à trouver ce qu'il y a derrière, sur un plan émotionnel, un plan sensitif aussi, c'est physique, les choses elles se ressentent aussi dans le corps, tu disais ça tout à l'heure. Appuyer justement sur ces sensations pour trouver ce qui est juste. Quand on est perdu, justement, que c'est confus, comment on peut aller retrouver des bases comme ça, se dire, ben voilà, effectivement, je peux m'appuyer là-dessus pour me dire, là, il y a quelque chose de juste qu'il faut que j'explore. Oui. Tout à fait. Je vous propose, voilà, donc on a vu beaucoup de choses depuis tout à l'heure, on a parlé de ce monde qui est incertain, qui bouge très très vite, qui est difficile à absorber, et puis comment on pouvait justement accompagner des collaborateurs, des personnes, pour être dans une co-construction avec elles, justement pour les aider à trouver derrière qu'est-ce qui fait sens, au-delà de côté pragmatique ou utilitariste. Donc c'est cette quête vraiment de quelque chose qui est plus en profondeur. Et je vous propose maintenant, avec une troisième scénette, de réfléchir sur la complexité. Parce qu'on a parlé d'incertitude. Est-ce que l'incertitude et la complexité, c'est la même chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà une scénette qui va nous faire réfléchir sur la complexité. Et cette scénette, elle va se diviser en 3 parties. Et dans la première partie, nous sommes dans un monde simple. Ensuite, nous serons dans un monde compliqué, et ensuite dans un monde complexe. Donc, démarrons avec un monde simple. Place au théâtre. Anne-Cécile, on n'entend pas, ton micro est coupé. Dimanche, on va chez mes parents. Oui, ben on partira à 10h pour arriver vers midi. D'abord, on apporte quoi comme vin? Du rouge, comme d'habitude. Papa va préparer son rôti de veau, comme chaque dimanche. Et à l'approche des élections, là, ta mère va être encore super remontée. Il ne faudra surtout pas parler de… Je sais bien. Chaque fois, ça la met dans un état. C'est comme si on appuyait sur un bouton. Pourquoi on va chez tes parents tous les 15 jours? Et c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Ça leur fait plaisir et c'est simple. Ce sera un beau dimanche. Deuxième partie, un monde compliqué. Dimanche, on va chez mes parents. Ah oui, mais la voiture est en panne, alors il faudra prendre le train. Bon, j'ai regardé, alors si on veut arriver pour midi, il faudra prendre celui de 9h45, il faudra changer à Limoges. Et là, il y a 45 minutes d'attente, ou alors on prend, attends, j'ai aussi celui de 8h30 avec un changement à Montluçon, et là, il n'y a que 10 minutes d'attente. Il ne faudra pas oublier le vin. Si c'est maman qui fait la cuisine, il faudrait un Côte-du-Rhône. En revanche, si c'est papa, il vaudrait mieux un Pays de la Loire. À l'approche des élections, là, ta mère va être remontée. Ma sœur et mon frère aussi. Sachant que ta mère est de droite, ton père du centre, ta sœur extrême gauche et ton frère écolo-militant, de quoi on va parler? Attends, je prends un papier et un crayon et je calcule tout ça. Alors, après le repas, ouais, c'est ça. Papa et maman seront devant la télé et ma soeur fera la vaisselle. Donc, on parlera recyclage et puis compost, comme avec mon frère. Avant le repas, mon frère s'occupera des grillades. Tu prends ma soeur dans la cuisine pour lui parler de ta dernière manif. Dernière manif? Quelle manif? Tu inventes une manif. Et moi, je prends papa et maman dans le salon et je dis oui à tout ce qu'ils disent. Ouais, et quand on sera tous à table? Et on se tait. On ne peut pas se taire pendant tout le repas. Mais ils vont penser qu'on est contre eux. Et là, on va se faire lyncher. Eh bien, on parlera des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, attends, ton frère va dire que c'est une catastrophe écologique, ta sœur que c'est du néocolonialisme, tiens.
Ok. Bah écoute, je parlerai de mon accouchement. Écoute, ça fait 4 mois que tu parles de ton accouchement. Je trouverai des choses à dire, t'inquiète pas. Mais pourquoi on va chez tes parents tous les 15 jours? Pour faire plaisir à mes parents, pour maintenir le lien. C'est compliqué, je sais, mais on y arrive. Ce sera un beau dimanche. Troisième partie, enfin, un monde complexe et incertain. Dimanche, on va chez mes parents. Attends, dimanche, c'est le Tour de France qui passe chez tes parents. Et on ne sait pas exactement quand ils bloquent les routes. Alors, en plus, s'il pleut comme l'année dernière, il y a un risque de chute dans le peloton. Et là, tout leur planning va être chamboulé. Ah, si on arrive en retard, maman va nous faire la tête pendant 1 mois. Non, la dernière fois qu'on est arrivé en retard, elle n'a pas fait la tête. On ne sait jamais avec elle, hein, on ne peut jamais prévoir. On va quand même pas partir à 7 heures du matin pour midi. N'importe quoi comme vin? Alors, papa devait faire son rôti et on devait apporter un vin de Loire. Mais ma sœur leur aurait dit qu'elle devenait végétarienne, donc aux dernières nouvelles, papa ferait du poisson, moins que maman se décide à faire une salade. Non, on va quand même pas venir avec une cave entière, là, du rouge, du blanc et du rosé. Et puis d'où ça vient, là, cette idée de ta sœur? Pourquoi elle nous casse les pieds? C'est une idée de mon frère. Chaque année, le Tour de France le rend fébrile et encore plus activiste sur l'écologie, donc végétarien. Mais quel rapport entre le Tour de France et l'écologie? Ils sont à vélo. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'explication. On constate que chaque année, au moment du Tour de France, tu as 0,02% des écologistes qui deviennent des activistes agressifs. Des sortes de black blocs du compostage, si tu veux. Mais on ne sait pas pourquoi. Et mon frère, il est là-dedans. Donc, il lui aurait montré des articles sur les ondes de la 5G qui viendraient interagir avec les protéines de l'avion. Mais c'est complètement délirant, ça. La 5G, elle n'est même pas déployée. Qu'est-ce qu'elle vient nous enquiquiner avec ça, ta sœur? Bon, tu sais quoi? Écoute, on apporte 4 bouteilles différentes. On dira que le vin, c'est très bon contre la 5G. Avec 4 bouteilles, papa va boire et il va tenir des propos racistes. Et si mon père devient raciste, ma sœur va faire une crise comme Noël dernier. Et quand mon père devient raciste, je ne sais pas pourquoi, il se met à jeter des homards vivants dans l'eau bouillante. Mais ton père est complètement dément. Hein? Bon, écoute, dans ce cas, on n'apporte pas de vin, on boira de l'eau, voilà. Et si on ne boit pas, mon frère va être dépressif. Et quand mon frère devient dépressif, ma mère me rappelle que j'aurais jamais dû t'épouser. Alors tu préfères quoi? Que ma sœur tombe malade? Que mon père soit raciste? Que mon frère soit dépressif? Ou que ma mère soit perverse? Stop, vous êtes complètement malade dans cette famille. Hein? Vous me pompez l'air dans ta famille. Et pourquoi d'ailleurs on va chez tes parents tous les 15 jours? C'est complexe, je sais. Non, c'est chiant. Merci. Je rallume ma caméra. Merci aux comédiens de Play It Again. Voilà donc l'illustration d'un monde complexe où chaque situation a plusieurs causes possibles et plusieurs conséquences possibles et difficile de définir ça, donc il faut s'adapter en permanence. Qu'est-ce que vous diriez, parole au public? On commence par vous. Comment ça vous fait réagir, ce genre de situation de présentation? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça rappelle des situations? Est-ce que c'est… Oui, c'est du vécu, hein, a priori, voilà, des situations qu'on a pu tous vivre à plus ou moins grande échelle. C'est aussi beaucoup de suppositions, en fait, de comment va agir l'autre, comment va se comporter l'autre dans telle ou telle situation, bon, avec ce que l'on connaît de l'autre. Mais oui, enfin, voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Mieux vaut la simplicité, oui. Là, on rentre dans une complexité qui est nuisible, quoi. D'autres réactions? Alors, je me tourne vers Pierre et Omi. Donc, on a vu beaucoup de choses, hein. La complexité, vous nous avez encore parlé effectivement de vos différentes approches. On a vu, Omi, comment tu pouvais aider une personne à trouver un peu plus de sens en profondeur, etc. Et la question qui me vient par rapport à ça, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est
quel est pour vous, et donc on pourra citer Aristote, hein, au travers de vous aussi, au travers de toi, Pierre, l'importance du collectif dans tout ça? Et donc, par exemple, au MID, quand tu accompagnes une personne, ces personnes-là, elles ne sont pas seules, hein, elles appartiennent à un service, à une entreprise, à une famille, à un groupe d'amis. Et comment la quête de sens, elle s'ajuste avec ce collectif, avec justement la complexité de ce collectif? Est-ce qu'elles en tiennent compte? Est-ce qu'elles s'appuient dessus? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Il me semble qu'il y a 3 niveaux, toujours dans cette recherche de sens. On a vu un seul niveau aujourd'hui. Il y a qu'est-ce qui nous rend vivants, premier niveau, et deuxième niveau, quelle est notre contribution aux autres? Quelque chose qui est un peu transcendant, qui nous dépasse. Et qu'est-ce qu'on apporte aux autres humains, animaux, plantes, à la Terre, si on considère que la Terre est un être vivant. Et ces questions-là, les 2 premiers niveaux, pour moi, sont très personnels, sont individuels. Il n'y a pas quelque chose qui est, dans mon point de vue, imposé par l'extérieur. Donc, au contraire, il s'agit de se donner un temps à soi, avec une introspection, aller chercher ça. Alors, bien sûr que c'est en lien avec le collectif. C'est toujours ce qu'on apporte aux autres ou ce qu'on prend de notre environnement qui fait sens. Mais c'est une démarche individuelle. Après, il y a un 3e niveau pour moi qui est forcément dans le collectif. Ça veut dire, il s'agit de trouver sa place. Derrière tous les coachings existentiels, derrière les questions de sens, c'est quelle est ma place? Et la place, ça veut dire à quel endroit je peux incarner du sens. Et souvent dans le monde professionnel, ça se définit par un secteur d'activité et pas un métier. On peut être informaticien dans une banque d'affaires et informaticien, je ne sais pas, pour des pharmacies ou dans un hôpital. Et même si on fait le même métier, on n'a pas du tout la même utilité au monde. Donc, on va aller chercher. Et là, c'est là que l'aspect collectif commence. Donc, quel est l'endroit où je peux apporter du sens? Et pas seulement l'endroit, il y a aussi la culture générale, la culture de l'entreprise qui compte et les modes d'interaction qu'on vit. Par exemple, on peut trouver un secteur d'activité dans lequel on peut incarner du sens pour une personne, par exemple la santé. Et si cette entreprise, comme certaines boîtes de pharmacie qui avec certains médicaments, peuvent être dommageables pour les personnes, et ben voilà, il n'y a plus de sens. Donc, ce n'est pas seulement le secteur d'activité, c'est aussi la culture générale de l'entreprise et ce qu'elle apporte aux autres. Alors, et c'est là qu'il y a les questions collectives qui se posent. Autant sur la partie qu'est-ce qui me rend vivant et comment je contribue, c'est individuel. Autant sur la partie quelle est ma place au monde, c'est essai-erreur. Je vais aller tester des choses, je vais aller goûter un peu, voir si tel ou tel environnement me convient. Un arbre, vous plantez ça à un endroit, ça ne marche pas, et 1 mètre à côté, ça peut marcher. C'est exactement pareil pour nous. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé le sens qu'on a trouvé notre place. Et donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect où le collectif est très important, c'est que souvent des projets structurants dans notre vie, quand on fait un changement professionnel, ça devient des projets familiaux. Et on n'est pas seul. Donc, même si le sens est personnel, il s'agit de composer, bien sûr, avec notre environnement, voire parfois, les projets structurants viennent nous changer notre environnement amical, social, etc. Donc, c'est là-dessus qu'on a des freins et des élans. Donc, on a tous des ambivalences dans ces projets et dans notre lien avec les autres. Et dans le coaching existentiel, on va aller mettre à nu, si on veut, c'est en tout cas clarifier ces ambivalences pour aider l'autre à décider. Voilà ce qui me vient sur ta question. Ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'interactivité en fait. La place au milieu du collectif, elle dépend des autres, ce n'est pas uniquement moi qui la décide, et en fonction de la place que j'ai, les autres vont réagir. Et c'est mouvant en fait, quelque chose de mouvant, particulièrement mouvant. Tout à fait. Il y a des personnes qui ne changent pas de métier ni de boîte. Hein. C'est parce que leurs valeurs sont claires, parce que le sens qu'ils veulent donner à leur métier, leur manière de faire est différente, qu'ils influencent leur environnement et ils se font une autre place, une autre posture. Donc oui, c'est tout un mouvement. Hein. Merci. Et pour toi, Pierre, qu'est-ce que tu en dirais, le collectif dans tout ça? Tu m'entends bien là?
J'entends. D'abord, je voudrais revenir sur le CNET parce que je trouve que c'est très intéressant. Cette idée du complexe, de la complexité. Parce qu'au fond, c'est le boulot du manager de gérer la complexité. Souvent, le leader, c'est celui qui donne une impulsion, qui donne une direction, qui donne une énergie. Mais le manager, lui, c'est lui qui rame derrière et qui fait en sorte que les choses soient organisées. J'aime bien dire que manager, ça a la même étymologie que main. Et en fait, maneggiare au XVIIe siècle, ça voulait dire tenir un cheval par la bride et par la main. Et donc, on le menait au manège. Et le manège, c'est la même étymologie que management. C'est curieux, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, l'idée qu'il y a derrière le management, c'est une certaine tenue. Je tiens le process. Il ne va pas à U et à dia. Voilà. Et donc, j'aime bien la phrase de Valérie qui dit « Ce qui est simple est faux, ce qui n'est pas simple est inutilisable ». Et on est bien dans cette difficulté, n'est-ce pas? Les choses sont tellement complexes que, d'une certaine manière, sur la troisième scénette, c'était impressionnant. Que faire? On a une espèce de paralysie. Mais comment cela va-t-il se faire? Parce que c'est tellement complexe qu'on ne sait pas par quel bout prendre le truc. On ne sait pas par quel bout le prendre. Or, je crois que le manager, c'est celui qui va commencer par prendre les choses par un bout. Il va choisir un bout pour prendre les choses et avancer pas à pas. Voilà, la seule façon de répondre à la complexité, c'est la simplicité. Et cela suppose une vision globale. Voilà ce que j'ai envie de réagir par rapport à cette scène. Maintenant, par rapport à ta question, qui est le collectif dans tout ça. Moi, je crois qu'effectivement, nous sommes dans une culture entrepreneuriale et sociale qui est une culture qui est technique et qui est individualiste. Ça me rappelle ce comptable qui me disait, dans une grosse boîte de comptabilité, il me disait « Nous sommes hystériques. Dans notre boîte, on est hystérique. » Alors je dis, ah bon, pourquoi vous êtes hystérique? Eh bien, tout simplement parce que les valeurs proclamées, ce sont les valeurs de la solidarité, ce sont les valeurs de la bienveillance, du service du client, etc., etc. Que des choses, si vous voulez, positives, on ne peut pas être contre. Mais lorsque nous sommes en entretien annuel, on nous pose la question, tu as rapporté combien et quels sont tes résultats? Et qu'il y a donc un gap entre le critère réel de jugement des personnes et les valeurs déclarées. Et je pense que là, ça peut vraiment mettre dans une incertitude considérable, cette histoire, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. D'accord? Bon, voilà. Alors, moi, ce que je dis simplement par rapport à ce problème-là de l'individualisme, je dirais, déclaré, qui, au fond, est le seul critère, c'est le critère de savoir si j'arrive à bien faire mes objectifs, à bien les tenir, et d'une certaine manière, voilà, je serai jugé là-dessus. Moi, je dis simplement que, là encore, il me semble que la question de l'état d'esprit global d'une entreprise, bien sûr, on va plutôt vers la tendance de la rentabilité, n'est-ce pas? On va dans le sens de la performance technique et de la performance financière. C'est vrai que ce sont des méga trends, des tendances lourdes. Mais il y a toujours la possibilité au sein de cette culture générale d'avoir, je dirais, des oasis dans lesquelles il y a des leaders qui ont une certaine maturité et qui arrivent à faire vivre quelque chose de différent avec leur entreprise. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Et le fait même de dire que c'est possible, n'est-ce pas, eh bien, ça donne précisément un certain espoir. Et en ce sens-là, je me sens très aristotélicien, parce que Aristote a une doctrine, ce qu'il appelle la doctrine de la prudence. Le mot prudence n'est pas très bon, mais voilà, l'homme prudent, c'est celui qui connaît les situations, qui a le sens des situations, qui a l'expérience des situations et qui sait bien se positionner, comme le disait Obi tout à l'heure, qui sait bien se positionner par rapport à ça. Et donc, il est en phase, il est synchrone avec la réalité.
Eh bien, quelquefois, on est dans des situations qui sont incertaines, qui sont difficiles. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous managers, ou nous leaders, ou nous dans la situation dans laquelle nous sommes, et comme nous sommes confrontés à cela, eh bien, il nous appartient de trouver une attitude qui va permettre précisément d'avancer. Permettez-moi une petite histoire à ce sujet, une petite histoire que j'aime beaucoup et que raconte Václavic. C'est l'histoire d'un officier français, un capitaine français, en 1840, n'est-ce pas, qui reçoit l'ordre à Paris de vider une place en tirant sur la canaille. Voilà l'ordre. Allez sur cette place, tirez sur la foule pour tirer sur la canaille pour vider la place. Il part avec sa troupe, n'est-ce pas? Et le dilemme est le suivant, soit il fait un carnage en tirant sur tout le monde, et le sang va couler, soit il ne tire pas et sera un traître par rapport à sa hiérarchie. Dilemme. Évidemment, incertitude. Qu'est-ce que je dois faire? Il arrive à la place, il fait entrer sa troupe dans la place, la foule est furieuse. Et il met la foule en joue. Et au moment où il va dire tirer, la foule se tait. Et il profite de ce silence pour dire, voilà, j'ai reçu l'ordre de tirer sur la canaille. Je vois qu'il y a devant moi beaucoup d'honnêtes gens. Je leur demande d'évacuer la place afin que je puisse exécuter mon ordre. Je trouve que cette histoire est absolument magnifique. Évidemment, tout le monde va foutre le camp. Il va libérer la place sans tirer un seul coup de feu. Pour moi, pour moi, c'est... Bon, alors, je ne dis pas que c'est toujours possible de trouver des histoires comme ça. Ce n'est pas toujours possible. Mais il y a toujours l'espoir de trouver quelque chose. Et c'est dans la mesure où je suis dans cette attitude de créativité, dans cette attitude, je dirais, de responsabilité, de volonté très intense de trouver quelque chose qui soit acceptable par tout le monde, eh bien c'est dans cette mesure-là que l'on peut trouver. Voilà, donc en d'autres termes, j'ai envie de dire, oui, c'est possible de trouver une solution, de trouver une attitude, de trouver un style de management adapté à la certitude grandissante que nous avons aujourd'hui. C'est possible, mais c'est difficile. Mais c'est possible. Oui, très bien, la créativité, la prudence. Donc, la prudence, j'entends aussi ne pas se précipiter dans ces moments-là. Peut-être une gestion du temps, enfin, j'aime pas grosso modo de gestion du temps, ce rapport au temps, effectivement, qui ne doit pas être dans la précipitation. Et on a besoin de ce recul pour être justement dans une sorte de moment fertile où justement les choses peuvent émerger. Il y a autre chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est tu dis à un moment donné par rapport à la complexité, ben oui, on ne sait pas par quel bout prendre ça, un peu comme une pelote de laine, il faut tirer sur un fil puis voir ce qui vient. Donc il y a cette notion de choix. Mais quand on parle de choix, on parle de courage aussi. Il faut oser faire un choix. Et le courage, c'est oser se tromper, accepter de pouvoir se tromper. Et donc, moi, ça me renvoie à ce que tu disais, Omid, au début, quand tu parlais de rapport à la mort. C'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, je ne vais plus exister. Mon choix va me faire disparaître un petit peu. Il va me faire disparaître. Donc, c'est cette acceptation, à un moment donné, d'oser s'avancer et de dire, ben, je me mets en danger, mais je l'accepte. Qu'est-ce que ça vous évoque quoi, ça? Je peux peut-être répondre rapidement. Il me semble que j'ai rarement vu un projet de vie, un changement de vie structurant sans ambivalence. Donc, sans difficulté de prise de décision. Parfois, ces difficultés de prise de décision viennent de la mise en œuvre qui est compliquée, pas du choix lui-même, ou la façon de l'annoncer aux autres, etc., etc. Ce qui est intéressant d'aller creuser du coup, et moi, dans ma vision des choses, nous sommes des multitudes. Nous sommes une multitude de sous-personnalités en nous. Et c'est très intéressant de faire ce dialogue intérieur, de dire quelle est cette partie de moi qui veut y aller, quelles sont les parties qui résistent et pour quelles raisons. Et derrière ces raisons, quels sont les besoins de chaque partie. Et en fait, en se positionnant comme une espèce de leader intérieur entre notre famille interne, différentes personnalités qu'on a, ou un médiateur, on pourrait arriver à un choix plus facile.
Et c'est là qu'on n'est plus dans les dilemmes de je fais ça ou je fais ça. Et dans les deux cas, il y a une partie qui tire l'alarme et dit moi, je ne suis pas content. Et on est plutôt dans une question de coopération intérieure, de dire OK, je prends en compte l'avis de tous les partis, même si ma décision ne va pas les satisfaire. Donc, c'est vraiment une acceptation des parties de soi qui fait qu'on avance. Voilà ce que j'ai envie de dire du point de vue du coach, quoi. Pierre, tu as il y a une chose moi, qui me fascine beaucoup, c'est dans la théorie des jeux, la stratégie relationnelle qui fonctionne le mieux. Et il y a un type qui a écrit à ce sujet qui s'appelle Axelrod et qui montre que c'est la théorie, c'est l'attitude tit for tat. Et qui veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque je suis dans une situation de relation interpersonnelle, il faut que je sois bienveillant, susceptible et indulgent. Je vous passe le détail. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'idée selon laquelle, lorsque je suis dans une situation incertaine, il y a un moment où il faut que quelqu'un commence. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Fabrice, à savoir que quand je suis devant une situation, il faut que je commence par quelque chose et que je prenne le risque de me tromper, mais il faut bien que quelqu'un commence. Et cette idée, si vous voulez, qu'il y a quelqu'un qui commence, et à ce moment-là, il sera peut-être suivi, il sera contesté, il sera tout un tas de choses. Mais c'est vrai que cela demande du courage. De notre côté, si personne ne s'engage, à ce moment-là, nous sommes dans la paralysie. Et effectivement, il y a un moment où, dans l'incertitude, eh bien, il faut avancer d'un pas. Ce pas, il est risqué, il n'est absolument pas certain d'aboutir, mais en même temps, il y a une grande gratitude que l'on peut avoir vis-à-vis de ces gens qui sont les sentinelles et qui sont en premier et qui osent. Et j'ai personnellement beaucoup d'estime pour ces personnes-là qui osent sans forcément se considérer comme supérieurs. Mais ils osent parce qu'il faut bien qu'il y en ait un premier qui ose. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'en termes de relation à l'autre, lorsqu'on ose d'une façon bienveillante et en premier, en général, ça marche. En tout cas, on voit, on est à nouveau dans la réalité. On voit... Les gens sont moins méchants qu'on ne le croit. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais parce que les gens, lorsqu'ils voient quelqu'un qui ose d'une façon bienveillante, ils ont tendance à répondre de la même manière, par un effet très mimétique et très compréhensible. La réciprocité, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà. Merci. Merci pour vos réponses. Il nous reste quelques minutes avant de clore cette rencontre de cette matinée. Public, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Alors, on nous dit, il y a dans le chat, on nous dit… Oui, il y a quelques questions. Est-ce que Pierre, vous pouvez redonner le nom du théoricien du jeu que vous avez évoqué? Axelrod. Axelrod a écrit un livre qui s'appelle « Comment vivre dans un monde égoïste ». Je ne vous le recommande pas parce que c'est en fait un livre qui est rempli de tableaux parfaitement inintéressants à lire. Par contre, les commentaires d'Axelrod sont tout à fait passionnants. Donc ça, pour le coup, c'est court. Voilà, donc évitez les tableaux qui sont très, très rébarbatifs. Par contre, les commentaires d'Axelrod sont géniaux, très intéressants. Ça date des années 90, hein, c'est pas très, très nouveau. Francis vous dit, oser la pratique d'improvisation est formatrice. Là, on va tout à fait dans votre sens, Francis. Hein. On pratique aussi beaucoup l'improvisation pour faire travailler les personnes par rapport justement à l'incertitude. Et justement, ce matin, on se posait la question de vous faire travailler en improvisation. Mais voilà, en visio, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc voilà, on réserve ça à du présentiel. Mais c'est vrai, ce sont des jeux, enfin, Anne-Cécile peut très bien en parler, et notre spécialiste de l'improvisation. Oui, Axelrod, tout à fait. Axelrod. C'est ça. D'autres questions, remarques? Dans ce cas, s'il n'y a plus rien, nous allons nous acheminer vers la conclusion de cette matinée. Écoutez, merci
Omid, merci Pierre pour ces échanges. Peut-être je vous laisse à chacun un mot pour conclure de ce que, voilà, de ce que vous avez envie de dire sur ces échanges de ce matin. Je dirais que j'étais très intéressé par la démarche de Omid, qui écrit le coaching existentiel, parce que cette question de l'existence est très importante pour moi en tant que philosophe. Je le dis très simplement. Pourquoi? Parce que ça pose la question de qui nous sommes et pas simplement qu'est-ce que nous sommes. C'est ce que... oui, donc qui nous sommes. Et donc, je trouve ça très important parce que le coaching, c'est effectivement accompagner la personne dans sa singularité. Et que on est très mauvais en fait pour se connaître soi-même tout seul. On a besoin de quelqu'un. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que le coaching existentiel, pas simplement le coaching professionnel, mais le coaching existentiel est quelque chose qui est très important. Et en tant que philosophe, je ne peux que aller dans son sens. J'ai été très intéressé par ton livre, Omid, parce que tu n'es pas de formation philosophique, mais tu as une approche, je dirais, que je trouve intéressante et originale. Voilà, et originale. Merci. Voilà, donc je voulais simplement dire ça. Et puis simplement, peut-être, en ce qui concerne le sens, dire, parce qu'on a beaucoup parlé de la question du sens, et je voudrais revenir à des choses qui me semblent très, très importantes en ce qui concerne le sens. On a parlé vraiment du sens au sens physique. Et il y a une des participantes qui disait vraiment au niveau physique que j'étais bien ou j'étais pas bien, etc. Et c'est extrêmement important. C'est vrai que le sens passe par les 5 sens. Et le deuxième niveau, c'est la signification, c'est-à-dire de comprendre le monde dans lequel je suis. Le monde a du sens si je le comprends. Et puis, une troisième chose que je voudrais simplement dire, non seulement on a besoin d'être bien physiquement et également de comprendre notre monde, mais on a également besoin d'une vision et d'une direction. Et c'est pour ça que je suis très aristotélicien, c'est parce que Aristote a inventé la cause finale, le pourquoi, le en vue de quoi. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, nous avons besoin de ce repère fondamental qui est finalement la direction que nous prenons, chacun d'entre nous, et d'une façon existentielle. Parce que c'est ça vraiment, c'est cette appropriation personnelle, singulière, existentielle, qui va faire que je suis heureux dans ma vie. Voilà. Merci Pierre. Omid, un mot de la fin. Oui, merci à vous trois. Merci pour ce cadre fantastique. J'ai adoré les scénettes qui me parlent énormément. Merci Pierre pour ton intervention. Il me semble que dans ce monde complexe et incertain et plutôt en agitation, il y a ce que tu disais, c'est cet équilibre entre action et la contemplation qui donne du sens. Et aujourd'hui, je vois bien, il y a de plus en plus de philosophes pratiques comme toi qui aident les personnes. Et c'est une démarche essentielle. Le monde a besoin de ça. Merci pour tout ce que tu apportes. C'était un plaisir de partager avec vous trois, les quatre. Merci, Omid. Donc, merci à nos deux auteurs. Donc, je rappelle les livres. Voilà, Pierre Delbé, Aristote, 10 clés pour repenser le management, aux éditions Mardaga. Voilà. Et Omid, coaching existentiel, accompagner la recherche de sens au travail, aux éditions Duno. Voilà. Merci à la mairie de Levallois de nous avoir donc permis cet échange, à la librairie de Citre qui nous accompagne aussi sur ce moment-là. Merci à vous, public, d'avoir participé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le chat, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez pensé et voilà, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé, et donc ça nous permet d'avancer. Merci aux deux comédiens de Play It Again pour leur scénette, pour cet apport sur aussi l'échange interactif avec le public. Je vous dis à tous au revoir, à la prochaine parenthèse pro. Merci encore, bonne journée.